En direct sur Film Guinée d'Amirador Talibé Bari, nous avons Oumar Totia Bari, spécialiste des questions minières sur nos antennes. Bonjour Oumar Totia. Bonjour Monsieur Diallo, bonjour aux chroniqueurs de Mirador. Bienvenue sur nos antennes, Talibé. Monsieur Totia, le volet gouvernance financière abordé par le rapport 2022 de l'inspection générale d'État fait suffisamment cas de ce que certains appellent mauvaise gestion du côté de l'ANAIM, en tout cas durant les années avant l'avènement du CNRD. Ouais. Il est question par exemple en tout cas du loyer que la CBG verse à l'ANAIM et il ressort donc de ce rapport qu'il y a un montant de 5 000 milliards. En tout cas, globalement, 5 milliards dont la situation reste justement confuse puisque les données remontées, en tout cas les données présentées aux inspecteurs par l'ANAIM sont différentes de celles présentées par la CBG et même par le ministère des Mines et de la Géologie. Oui, effectivement, vous savez, pour comprendre cette situation, il faut rapidement camper sur la situation institutionnelle de l'ANAIM. En fait, en 2016, il y a eu un décret, le décret 163, qui a fait de l'ANAIM une société unipersonnelle avec une participation de 100% de l'État guinéen. Et le problème, c'est qu'à partir de 2021, d'ailleurs, avant cette date, l'ANAIM a été rattachée comme organisme spécialisé, rattaché au niveau de la présidence de la République. Oui. Et donc, le problème, voilà, et c'est très compliqué à ce niveau, ce rattachement de l'ANAIM à la présidence de la République, puisque en fait, le contrôle par le ministère de tutelle, qui est le ministère des Mines, et même le contrôle du ministère des Finances devient un peu compliqué. Et sauf que, vous savez, cette situation dérive du fait que l'ANAIM a trois accords de concession, pas seulement la CBG. Il y a un accord de concession des infrastructures portières, des infrastructures ferroviaires, mais aussi des cités de Kamsar et Sangaredi avec la CBG. Oui. Mais aussi, en tenant compte de l'accord de mutualisation des infrastructures, l'ANAIM aussi a des accords de concession avec la société GAC pour l'utilisation des mêmes infrastructures, notamment le chemin de fer et le port, et aussi un autre accord avec COBAD pour utiliser les mêmes infrastructures. Donc, il est dit dans l'accord de concession que sur chaque tonne de bauxite, la CBG paye $0,75 par tonne à l'ANAIM. Et ce montant, il est calculé en fin d'année en fonction du volume du tonnage et payé à l'ANAIM. Donc, les autres sociétés aussi qui ont des accords de concession avec l'ANAIM, cette fois-ci, payent à la CBG qui officiellement entretient, renouvelle les infrastructures ferroviaires notamment. Et la CBG procède aussi au paiement de ce montant à l'ANAIM. Les différences surviennent lorsque les statistiques au niveau du tonnage expédié sur les mêmes infrastructures ne sont pas uniformes à tous les niveaux. Et ça, c'est un problème qui remonte depuis des années parce que quand vous regardez dans les rapports UTIO, officiellement, vous voyez les entreprises minières qui peuvent déclarer 71 millions de tonnes de bauxite exportées pour 2018. Et le ministère des Mines déclare 61 millions, soit un écart de 15 millions de tonnes. Ouais. Voilà. Et donc, ce qui explique en fait ces différents chiffres, c'est le manque de maîtrise des statistiques au niveau des tonnages expédiés sur les mêmes infrastructures, parce que c'est un régime purement déclaratif des entreprises minières. Bien, et globalement, sauf erreur de ma part, le rapport indique que 47 milliards tout de même de francs guinéens sur la gestion intérieure à l'ANAIM reste injustifiée. Oui, vous savez, il y a plusieurs rapports d'abord qui ont soulevé 3 séries de problèmes au niveau de l'ANAIM. Oui. Normalement, chaque 3 mois, les entreprises qui ont des concessions doivent remonter des rapports de leur activité sur les infrastructures au niveau de l'ANAIM. Et un rapport publié déjà a mentionné que ces rapports ne sont pas systématiquement envoyés au niveau de l'ANAIM. Et deuxièmement, la difficulté, c'est que l'ANAIM ne fait que capter l'argent payé, mais n'est pas présente dans les activités, même s'ils ont une succursale à Kamsar, mais faute de personnel suffisant, n'est pas suffisamment présente pour évaluer systématiquement les quantités de la mine jusqu'au niveau du port et se contente des quantités déclarées par ce qu'on appelle par les entreprises minières. Troisièmement, dans le passé, au niveau de différents rapports aussi, on se rend compte que
l'ANAIM ne rendait pas public non seulement ses rapports d'activité, mais en fonction des revenus globaux, l'ANAIM ne versait pas de dividendes à l'État. Vous imaginez pour l'année 2018, 2019, 2020, sur des recettes globales autour de 400 et quelques milliards, l'ANAIM n'a pas versé de dividendes au niveau du trésor public. Et on ne sait pas avec quoi l'ANAIM faisait ces milliards et ces milliards qu'il recevait. Est-ce que c'est des investissements? Est-ce que c'est du fonctionnement? On ne sait pas. On n'a aucune lecture claire parce que c'est une institution qui est complètement branchée, entre guillemets, à la présidence de la République. Donc, en termes de chiffres, de volume de chiffres, l'ANAIM pèse, quel est le volume de l'argent capté par l'ANAIM dans le secteur minier? Vous savez, l'ANAIM a... Est-ce qu'on en a une idée? Oui, on a une idée parce qu'on a des chiffres dans les rapports qui sont mentionnés dans les rapports UPIE. Vous prenez l'année 2018, l'ANAIM a 3 sources de revenus. Premièrement, il y a le loyer des infrastructures ferroviaires que les entreprises payent. Je vous donne un exemple. CDG paye près de 8 millions de dollars chaque année à l'ANAIM pour les infrastructures ferroviaires, ne serait-ce que ça. Il y a aussi de l'argent que l'ANAIM gagne au niveau des droits du port. Lorsque les navires accostent au port de Kamsa, elle paye des droits qui sont payés dans un compte et c'est des montants très volumineux. Il y a aussi ce qu'on appelle le loyer des terrains. L'ANAIM a des espaces. Vous avez vu tout le traitement, les déguerpissements comme ça. Donc, lorsqu'une entreprise a besoin d'un domaine pour construire des sièges ou des infrastructures, loue ces domaines au niveau de l'ANAIM. Donc, globalement, vous prenez par exemple l'année 2018, l'ANAIM a encaissé 245 milliards de francs guinéens. L'année 2019-2020, l'ANAIM a encaissé 408 milliards. Et déjà, on a quelques bribes sur les chiffres de 2021, c'est près de 416 milliards de francs guinéens encaissés par l'ANAIM. La difficulté avec l'ANAIM, c'est que vous n'avez pas de rapport d'activité sur le site. Rien du tout de ces montants faramineux reversés au compte du Trésor. Oui, non, c'est des recettes de l'ANAIM, mais après l'ANAIM normalement a des activités sur le terrain, ils font du développement. Oui, comme ça se fait maintenant avec une nouvelle cité qui est en construction entre Kolabou et Kamsar, que j'ai eu le bonheur de visiter, d'autres réalisations qui sont en cours avec la nouvelle direction. Oui, il y a aussi la question de l'électrification de Kolabou qui revient sur moi et qui est pris en charge par l'ANAIM, mais aussi le projet de construction d'un hôpital communautaire du côté de Kamsar, qui revient chaque année. On a des déclarations, mais on n'arrive pas à voir exactement quelle est la situation de cet hôpital. Il y a aussi l'indemnisation. Mais en fait, le développement communautaire n'est pas la vocation principale de l'ANAIM. L'ANAIM, en fait, a pour mission d'assurer la maîtrise d'ouvrage des projets d'infrastructure, mais aussi de mobiliser des financements pour développer des infrastructures minières, mais également assurer le contrôle de ces conventions de concession avec les entreprises minières. Ou d'ailleurs, elle peut aussi faire des études ou réaliser tous les contrôles techniques au niveau de ces infrastructures. Ça, la vocation de l'ANAIM, ce n'est pas du développement communautaire, la vocation initiale de l'ANAIM. Bien. Dernière question, cabinet. Savoir, cher docteur Totia, est-ce que, comme beaucoup de rapports, est-ce que vous êtes d'accord que le rattachement de l'ANAIM à la présidence de la République est un problème d'un point de vue transparence dans le travail de cette institution, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'institutions appelées comme institutions spécialisées rattachées à la présidence de la République? Bon, j'espère être docteur Kabi bientôt. On espère. Je vais pas me faire taxer de d'usurpation de titres, mais en fait, au niveau, le problème, c'est que l'expérience d'autres pays comme l'Angola avec la Sonangol, le rattachement de ces entreprises publiques qui encaissent beaucoup de montants à la présidence, entraîne une confusion entre les fonds de souveraineté de la présidence et les caisses de ces entreprises. Et c'est ça, c'est vraiment problématique. Effectivement. Parce que quand vous prenez l'ANAIM, je parle de ces gros montants encaissés par l'ANAIM. Sauf que même dans le rapport de l'IGE, vous voyez, on dit que dans les conseils d'administration, on a les PV des conseils d'administration, mais les chiffres sur les budgets, les recettes ne figurent pas dans les PV des conseils d'administration. Donc c'est très compliqué de regarder très clair sur ce que l'ANAIM fait vraiment en réalité parce que elle est toujours branchée et d'ailleurs il y a toujours une tension entre les responsables de l'ANAIM et certains ministres par le passé, compte tenu du poids en fait de l'entreprise publique.
Donc, c'est vraiment une très bonne idée de brancher l'ANAIM au niveau de la présidence de la République parce qu'elle devient tellement puissante qu'elle échappe parfois au contrôle des institutions républicaines. Bien, oui, Talibé. Alors, l'autre question à laquelle on a voulu vous faire réagir, c'est la concession obtenue par décret du président par Kebo Energy SA. Kebo Energy SA. Qu'est-ce qu'il faut en retenir en termes notamment de composantes et de dimension de ce projet? Oui, c'est très bien d'obtenir une concession parce qu'il faut rappeler que Kebo avait déjà un permis d'exploitation qui aurait pu lui permettre de développer normalement ses activités. Mais on se rend compte que souvent les entreprises, pour des besoins de stabilisation et pour des besoins aussi d'obtenir certains allègements à travers les conventions, parce qu'il faut le dire, les conventions permettent en fait de dévier certaines dispositions du code minier pour obtenir des allègements fiscaux, mais aussi des exonérations, mais aussi utiliser cette concession pour lever des fonds, des emprunts. C'est un projet qui coûte quand même près de 3 milliards de dollars globalement. Donc, sauf que ce projet, il y a encore des contraintes, notamment au niveau de la distance entre la mine et le point d'évacuation au niveau du Rio Capachel, c'est-à-dire à Dabis, à Dobali, c'est là où se trouve le port. C'est près de 150 km de la mine. Donc, il faut beaucoup d'investissements. C'est un projet normalement qui devait rentrer en production depuis 2020, mais ça traîne encore et on espère que ils vont respecter les obligations liées à la concession parce que le code minier dit qu'une fois que vous obtenez un décret de concession minière, vous avez une année pour démarrer les activités. À défaut, vous vous exposez à des pénalités de l'ordre de 2 millions de dollars par retard. Est-ce que l'aspect raffinerie auquel le président tient a été pris en compte dans ce projet Kebo? Oui, le projet Kebo, c'est un projet intégré de bout en bout. C'est d'abord une mine, c'est des infrastructures, mais c'est aussi une raffinerie parce qu'on parle de 3 milliards de dollars d'investissement. Mais sauf qu'on remarque que tous les projets en Guinée ces derniers temps parlent de raffinerie. Donc c'est plus des tickets d'entrée de communication publique qu'une réelle motivation pour en fait développer des raffineries. Vous avez vu l'exemple de CAC qui était carrément un projet de raffinerie au départ, mais à force de mutation, de changement, de modification d'accord, qui est devenu purement un projet de bauxite. Ben voilà, malheureusement. Dernière question avec vous, Basseko. Alors, moi, je reste sur le rapport de l'IGE au niveau de la page 28 concernant l'ANAIM, puisque l'IGE note une source potentielle de perte de ressources financières au détriment de l'État, en tout cas en ce qui concerne ces incohérences de statistiques d'exportation de la bauxite relevée entre la CBG et l'ANAIM. Dites-nous, qu'est-ce que vous recommandez pour notamment stopper tous ces dysfonctionnements? D'abord, la première recommandation, c'est d'amener aujourd'hui l'État à centraliser tous les services qui s'occupent de la déclaration des quantités. D'abord, au niveau de la mine, il faut contrôler les quantités produites au niveau de la mine, mais aussi au niveau de l'ANAIM sur les quantités qui transitent par les infrastructures de l'ANAIM, mais aussi les services de douane où les entreprises font les déclarations des valeurs en exportation, mais aussi les services des impôts où les entreprises envoient les chiffres d'affaires pour les calculs de toutes les formes d'impôts. Donc, il faut centraliser les chiffres au niveau de ces différentes déclarations. Je vous donne un exemple. En 2017, il y avait une entreprise minière qui avait déclaré un montant très élevé au niveau de la douane comme valeur de son minerai en exportation. Mais lorsque vous regardez les mêmes déclarations de ces entreprises au niveau du service des impôts, le montant était extrêmement bas. Donc, on ne peut pas comprendre que le même produit déclaré au niveau du service des impôts à terme de chiffre d'affaires soit différent du même produit déclaré au niveau de l'exportation en douane. Et je pense que ce problème était en voie de résolution avec la mise en place d'un logiciel qui allait harmoniser en fait les déclarations entre les impôts, les douanes et le service des mines. Bien, c'était donc Omar Totia Barry, spécialiste des questions minières en direct sur film, sur un pan du rapport 2022 de l'IGE, et donc qui concerne l'ANAIM notamment. Il sera question d'autres entités dans cette même émission plus tard. Dans d'autres numéros, on se penchera notamment sur le cas de l'ANIES dans notre prochaine livraison, et pourquoi pas de l'RPT et du FECAN. Grand merci à vous, Totia. Mirador continue.